Voilà, donc dans ce projet C Sharp, je vais vous présenter une application. Donc c'est une pizzeria programmée en programmation orientée objet sur Visual Studio. Donc là, je suis dans la version 2022. Donc le programme ici, quand on va dans Bin Debug Net 6, mespizza.json. Donc le but en fait, ça va être de référencer tout type de pizza. Donc avec une structure au niveau de sa classe, donc il y aura une référence, un nom. On aura un booléen pour savoir si elle est végétarienne, donc faux ou vrai. La taille, ça sera un énum, une énumération ici. Donc on aura mini, grande et normale. On aura un prix donc évalué en euros. On aura une liste également contenant une liste d'ingrédients ici. Donc le but en fait ici, ça sera d'abord d'aller extraire les fichiers, tout ce qui contiendra donc le JSON, et après on verra au niveau du logiciel qu'on va implémenter comment on arrive en fait à lire, à écrire, à modifier ou à lister pour pouvoir cibler en fait tout ce que contient le JSON ici. Donc maintenant je vais lancer la solution. Donc elle est ici, programmation orientée objet. Donc le programme, l'entièreté du programme, vous pouvez le trouver via mon GitHub. Donc vous allez dans POO Pizza euh, et vous allez avoir tous les fichiers en fait dessus. Le but en fait c'est déjà que vous arrivez à comprendre le code, comment il fonctionne. Donc là je vais faire en fait une démonstration de ce que peut faire le fichier et après ça sera à vous en récupérant tous les fichiers de l'adapter à n'importe quel projet que vous souhaitez faire. Donc avec ça normalement vous devez faire énormément de choses. Donc comme on peut le voir sur la droite, on a quatre classes ici. On a la classe interne contenant le programme principal ici. On a une classe ici présentation programme. Donc là c'est vraiment pour mettre le message de bienvenue euh, avec tout ce que pour expliquer en fait à quoi sert le programme. Ici pizza, donc ça sera au niveau de la classe. Donc on aura l'énumération comme j'ai dit tout à l'heure. Donc mini, normal, grande. Donc par contre, ce qu'il est indispensable, c'est que votre fichier JSON correspond à la structure de votre classe ici. Donc tout ce qu'il y a là, en fait, c'est représentatif de ce qu'on aura en fait dans le JSON. Donc si par exemple vous voulez l'adapter, changer les noms ou rajouter des nouveaux éléments, il faudra en tenir compte dans votre constructeur. Donc le constructeur, c'est ici. Donc c'est ce qui permet en fait d'instancier une classe. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait référence à ce qu'on met en paramètre ici, dans les propriétés. Et après, on va... Tout ce qu'on mettra en fait dans l'instanciation ici, entre parenthèses, ça va faire l'objet comme un clone en fait, une instanciation. Et le but, c'est d'avoir toute une liste de pizza en fait, d'instanciation de pizza. Et après, toute cette liste-là, elle va les converger dans notre fichier JSON. On va le mettre à jour. Donc on appelle ça en fait une qu'on va voir en fait dans les fichiers ici. Ici. Donc ça c'est ce qui permet en fait de désérialiser l'information. Voilà. Donc je vais lancer le programme comme ça vous allez pouvoir voir ce que fait ce que font les diverses fonctions. Donc dans la plupart de mes programmes, ce que je fais c'est que déjà je passe toujours l'encoding en UTF-8. Donc ça c'est pour éviter d'avoir des problèmes surtout avec les caractères spéciaux et les accents. Parce qu'en fait d'un alphabet à l'autre, par exemple en anglais il n'y a pas d'accent ou par exemple les deux points sur par exemple Noël ou ça peut poser des problèmes en fait au niveau du cryptage. Donc il faut bien passer tout en UTF-8. Donc ce que je fais ici en fait c'est que j'appelle la fonction ici, je crée une instantiation de la classe ici qui permet de présenter le programme et je lui donne en fait un nom et présentation démarrage. Donc là, en fait, c'est une instantiation ici de la classe présentation programme et qui permet d'aller chercher les fonctions propres à cette classe. Donc là, par exemple, on voit
présentation programme, il y a la classe qui est disponible avec toutes les informations dessus. Le fait qu'on puisse y accéder, en fait, c'est parce que la classe, quand on l'appelle ici, on la met en public. Donc là, comme c'est le constructeur de cette classe, elle est en public, ça permet directement d'aller chercher le nom du programme pour le nommage. Et après, on aura accès en fait à ici. Donc là, elle est privée, la fonction, parce qu'en fait, on l'appelle depuis la classe présentation programme. Mais dès lors que vous souhaitez faire un appel dans une classe externe, il faudra bien entendu que la classe soit publique. Et après, on a dans l'encapsulation, il y a un autre mot-clé, c'est protected. Et en fait, protected, c'est utile seulement en fait en cas d'héritage. C'est-à-dire qu'une classe qui va hériter d'une autre classe, qui va hériter de toutes les propriétés et les fonctions qui seront en fait en protected. Par exemple, si on passe en private, donc la classe qui héritera, elle aura accès à toutes les fonctions de la classe où elle hérite qui seront en public et en protected. Mais par contre, ce qui reste en privé ne peut être appelé que de la classe elle-même. Donc ça, je vous envoie en fait à des cours sur la programmation orientée objet pour bien comprendre le concept ici. Après, j'ai une particularité que je fais souvent en fait dans mes programmes ici. J'aime bien en fait là, c'est rajouter ça ici, là ce que vous voyez ici, et ça permet quand on fait des console.write ici, c'est-à-dire quand on saisit des choses comme ici par exemple console.writeLine, ça permet de mettre certains éléments en gras. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller sur mon GitHub, regarder comment fonctionne le programme pour le comprendre. Donc là, je vous fais une démonstration rapide de ce que fait le programme, et après, ça sera à vous de bien éplucher en fait le code que j'ai écrit en C# et de vous l'approprier pour vos projets. Donc vous pouvez l'améliorer ou pour n'importe quoi en fait. Après, ne tient qu'à vous d'utiliser ces classes-là et de les implémenter par exemple avec du HTML ou avec du CSS, et vous pouvez en fait créer des sites internet, que ça soit interne ou externe, avec une grosse puissance quoi. Le C#, ça vous donne toute la partie algorithmique que vous n'aurez pas forcément avec du JavaScript. On peut faire pas mal de choses, mais le C#, ça permet vraiment de pousser la programmation à son extrême en fait. Et avec une belle présentation avec HTML, CSS, vous pouvez arriver à faire vraiment du contenu assez performant. Donc là, je vous le lance. Donc là, par contre, c'est juste une application console. Donc ce qui est bien avec les applications dites console, c'est que c'est utile en fait pour tester un algorithme, pour voir s'il fonctionne sans pouvoir se surcharger au niveau de la présentation graphique. En gros, on oublie tout ce qui est présentation graphique. Bien sûr, on va veiller en fait à, lorsqu'on fait des menus, à ce que la présentation soit quand même assez propre pour pas se retrouver en fait avec un. Il faut quand même que l'utilisateur qui va exécuter le programme puisse bien comprendre ce que fait le programme. Donc dans le menu principal, moi je m'arrange toujours pour avoir quelque chose de propre. Donc là, je lance le programme pour que vous puissiez voir. Je vais zoomer. Voilà, donc là, bienvenue dans le programme de gestion d'une pizzeria. C'est l'appel à la fonction qui était ici dans présentation programme. Vous voyez? Donc là, bienvenue dans le programme de non-programme, c'est la variable qu'on a implémentée lors de l'appel. Et ici, par exemple, quand vous mettez le $, ça permet justement, au lieu de faire plus variable et tout ça, vous pouvez directement rajouter entre crochets des noms de variables. Et ça, c'est vraiment très très utile pour afficher en fait des éléments. Ouais. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on charge un menu principal. Donc dans le chargement du menu principal, on va d'abord tester pour pouvoir afficher toute la liste des pizzas en définissant des filtres et des paramètres. Donc moi, par défaut, j'ai déjà commencé à stocker quelques pizzas. Donc on va les afficher ici. Donc si je tape 1, donc là comme vous voyez en fait on a la possibilité d'afficher selon des préférences de filtre, également de préférences de tri. Par contre c'est pas obligatoire. Par exemple si vous faites 14, il mettra pas de filtre et il prendra pour tri
il triera automatiquement par référence, comme on le voit ici. Et la référence sera automatiquement par ordre croissant. Donc tout ça, vous pouvez le changer en reparamétrant les choses. Donc là, par exemple, je ne vais rien toucher, je vais juste afficher les choses. Donc je tape 14. Donc là, il affiche toutes les pizzas qui correspondent au filtre. Comme là, on n'a pas mis de filtre, il affiche tout ce que contient le JSON. Et ici, on a un récapitulatif de comment c'est trié. Donc là, il précise bien qu'on n'a pas défini de filtre. Donc c'est pour ça que tout est à non défini. Ici, il met une étoile à référence pour dire qu'on a laissé la référence par défaut comme critère de tri. Et en 13, ici, par ordre croissant, on voit que c'est par ordre croissant. Et en fait, il garde ce qu'on a mis au préalable. Donc là, il affiche, il dit que par rapport à ce qu'on a mis, il y a 9 pizzas qui correspondent à nos critères. Donc là, c'est normal, les 9 pizzas, c'est les 9 pizzas qu'on trouve dans notre JSON. Par contre, par exemple, si j'aurais fait un tri, j'aurais demandé d'afficher uniquement les pizzas qui sont inférieures à ou égales à 10 euros. Par exemple, la pepperoni ici, elle n'aurait pas été prise en considération ici. Parce que, vous voyez, parce que son prix, en fait, il est supérieur à 10 euros. Donc là, elle est affichée ce qu'on n'a pas mis de filtre. Donc je vous laisse bien regarder. Voilà. Donc une fois qu'on a affiché toutes les pizzas, on fait entrer, on retourne au programme principal. Donc là, je vais refaire un et je vais vous faire voir la possibilité en fait d'ajouter un filtre et également de faire une préférence de tri. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple afficher, disons, les tailles. On va changer la taille, on va vouloir afficher que les pizzas dont la taille, comme vous voyez, là, il suffit en fait de suivre le menu. Donc là, mini, normal, grand, tout ça, ça fait l'objet d'une énumération. Donc l'énumération, pour rappel, c'est ici. Énumération, faut que je le retrouve. C'est dans la classe pizza, logiquement. Vous voyez, c'est pour ça que c'est indispensable quand vous structurez vos classes. Moi, je fais toujours une classe, un fichier, à chaque fois. Comme ça permet de ne pas m'embrouiller. Donc je sais que l'énumération, c'est propre à une pizza, donc je sais que c'est dans la classe pizza ici. Il ne faut pas tout mélanger. Donc l'organisation, en fait, là ça va, c'est un programme qui n'est pas ultra complexe, mais quand vous allez rentrer dans des programmes qui vont contenir des centaines de classes, si vous mettez tout dans le même fichier, vous allez être complètement submergé par l'information et vous allez vous perdre en fait directement. Donc là on voit que la taille pizza, ici dans l'énumération, elle peut être mini, normale ou grande. Donc par exemple dans votre fichier JSON ici, ça correspond ici là, taille de point normal. Donc là par contre c'est une énumération et on pourrait se demander comment que ça se fait que c'est une énumération alors que là on rentre en fait une chaîne de caractères. C'est parce qu'en fait moi au niveau de l'énumération j'ai créé en fait ici comme vous voyez là public taille get set. On voit bien en fait que c'est la taille, elle est bien de type énumération de taille pizza, comme on voit ici. Et après ce que je fais c'est quand on va saisir une nouvelle pizza au niveau du fichier ici, quand je vais le sérialiser en fait au niveau de l'information, oui, donc je vais faire en sorte en fait que là où il y a la taille, que ça va le convertir en chaîne de caractères. Donc c'est un peu complexe, mais si vous lisez mon code, vous allez en fait comprendre assez aisément comment ça fonctionne ici. Parce qu'en gros ici, moi j'aime pas par exemple dans l'énumération qui dit par exemple c'est égal à 0 ou 1 ou 2. Parce qu'on ne sait pas vraiment en fait à quoi correspond 0 ou 1 ou 2 quand on regarde notre JSON. Quand on regarde notre programme, on sait par exemple que le 0 ça correspond à, donc c'était en pizza, à mini, que le 1 correspond à normal. Mais vous avez toujours la possibilité de convertir cela en, comment dire, en chaîne de caractères pour avoir le nom et pas le chiffre. Après, je sais pas si vous arrivez bien à comprendre ce que je veux dire. C'est assez complexe en fait à expliquer. Le plus simple en fait, c'est vraiment d'aller voir le cas où on enregistre en fait une nouvelle pizza dans les fonctions. Donc si je vais voir ici. Donc sur Visual Studio 2022, vous avez la possibilité aussi, c'est de réduire en fait vos fonctions ici.
Comme ça permet de mieux voir en fait les informations. Donc on voit quand on saisit l'information, c'est ici. Et quand on va écrire l'information, ça sera dans fichier. Donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'endroit où on parle de la taille. Donc c'est ici. Donc en gros, là, on va poser la question. Donc on fait un try. Par exemple, si la personne a rentré un élément qui n'est pas bon, qui ne serait pas compris entre 1 et 3 dans notre menu, genre elle taperait F ou 0, une connerie, quoi, ça va l'attraper, ça va marquer, oups, vous devez répondre 1, 2 ou 3, le catch ici. Si la réponse est bonne, donc là on va rentrer dans un des cas 1, 2 ou 3, et on fait un break pour sortir de la boucle infinie. Donc une boucle infinie, c'est ici en fait. Elle est vraie tant qu'on met pas un break, qu'on sort. Et ça permet en fait de tester que la valeur elle soit correcte. Donc là, je peux pas vous expliquer en détail tout, comment ça fonctionne, ça prendrait un certain temps. Mais c'est les bases en fait du C# ici, de la programmation. Il y a beaucoup de langages en fait qui utilisent ça, ça revient tout le temps. Donc on a les conditions, les boucles, les fonctions. Après on a tout ce qui a trait à la programmation orientée objet, donc tout ce qui est classe. On a tout ce qui a trait en fait à la protection des données. Donc c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc avec public, private, protected ici. Après on a les boucles, les itérations. Et après, on a ces choses-là. En fait, le switch, ce qui est bien, c'est par rapport à un menu. En gros, on dit, selon l'élément qu'on a donné, ça va correspondre à telle chose. On va rentrer dedans. C'est-à-dire, par exemple, si on tape 2, on va rentrer dans ce cas-là. Si on tape 4, on va rentrer dans le cas où la réponse est erronée. Parce qu'on a mis, en fait, un garde-fou ici. Si la taille est inférieure, strictement inférieure à 1, ou, ici, là, les 2 points, ça, c'est une porte logique, ou choix taille supérieure à 3. Donc en gros, si on n'a pas mis entre 1 et 3, hop, on va aller ici en fait. Et donc dans le cas où tout s'est bien déroulé, qu'est-ce qui va se passer en fait ici? C'est qu'on va rentrer l'information en convertissant la taille en chaîne de caractères. Ici, vous voyez, la taille, elle va hériter ici de l'énumération. Mais ce qu'on va prendre, nous, ça sera la possibilité en fait de convertir l'énumération en chaîne de caractères. Et ce qu'on va rentrer dans notre JSON, finalement, ça ne sera pas une énumération, mais ça sera bien la taille de la chaîne. Comme ça, au lieu d'avoir 0, 1, 2 ou 3, on aura, comme on avait vu ici, c'était ici, mini, normal ou grande. C'est pour ça, en fait, qu'ici, qu'on voit qu'on a rajouté, avant d'aller dans notre JSON, une chaîne de caractères. Vous voyez, donc là par exemple si on regarde notre JSON ici, on voit clairement que la taille a repris l'énumération, la valeur normale, et pas l'énumération 0, 1, 2. C'est possible par exemple ici dans votre JSON de mettre directement l'énumération. Mais si vous faites ça, vous allez avoir une valeur qui sera compris entre... Ça sera des chiffres en fait. Il n'y aura pas écrit mini, normal, grande. Vous aurez tab pizza qui aura la valeur 0, 1 ou 2. Vous voyez, donc ça permet vraiment d'avoir l'information. Donc là, on retourne au programme. Donc là, par exemple, on va vouloir afficher tous les pizzas qui sont de taille normale. Donc on va rentrer 2. Donc il va ignorer tout ce qui est mini et tout ce qui est grand, il va prendre que normal. C'est ça un filtre. Voilà. Donc là, comme vous le voyez ici, il a bien repris en fait le fait que la taille, vous voyez, si taille, tout à l'heure c'était écrit non défini, là c'est passé en normal. Donc ça c'est mon programme qui fait ça. Il rafraîchit les informations pour pouvoir l'adapter à ce qu'on a mis. Comme ça, c'est une sorte de pense-bête en fait, pour savoir ce qui a déjà été défini. Donc là vous allez voir, par défaut c'est la préférence de tri est sur référence. Moi je vais vouloir l'afficher sur le nom. Donc je vais taper 8. Donc là vous voyez l'étoile, avant elle était ici, là elle n'est plus ici. Elle est passée sur nom. Donc là maintenant ça devrait trier les noms par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Mais vous avez la possibilité aussi de les trier du plus grand au plus petit. Donc il faudra faire 13 ici.
Et là, on va passer en décroissant. Donc là, ça a bien changé comme vous pouvez le voir. Donc je vais m'arrêter là au niveau des fils, mais sachez que vous pouvez mettre autant de fils que vous voulez. Donc là, c'est pas très probant comme on n'a pas beaucoup de pizza. Mais imaginez par exemple, vous adaptez le programme que j'ai créé à, je sais pas moi, des pièces de voiture. Vous n'allez pas avoir qu'une seule pièce, vous allez en avoir, je sais pas moi, des milliers. Par exemple, si vous faites la même chose avec des pièces d'avion, là, on ne parlera pas de milliers, mais peut-être des centaines, voire des millions de pièces. Comme un avion est composé d'énormément de pièces en ingénierie au niveau de l'aéronautique, c'est très très complexe. Donc ça peut vraiment s'adapter à n'importe quel projet. J'ai testé déjà avec des applications avec des centaines de milliers et franchement, vous allez avoir l'information en 2-3 secondes, quoi. Ça va très très vite. Là ça se chiffre en fractions de secondes, quoi. C'est des mini-secondes ici. Parce qu'on n'a pas beaucoup de pizza, mais plus vous allez en mettre, plus ça va prendre un certain temps. Mais c'est très rapide. Et sachez qu'en fait, le fichier JSON, j'ai fait un projet en fait dessus où vous pouvez mettre carrément votre fichier JSON sur un serveur. Et comme ça, il est accessible. Par exemple, si plusieurs personnes auraient un logiciel, ils pourraient entrer en temps réel en fait des informations sur le JSON en temps réel. Après, il faut faire aussi le principe de file d'attente des serveurs pour éviter en fait qu'il y ait des goulots d'étranglement en fait au niveau des passages. Mais après, ça devient un peu plus complexe. Mais j'ai fait un projet simple en fait qui gère ça, qui explique assez bien en fait la programmation réseau. Donc c'était JSON étudiant, quelque chose comme ça. Il faut aller voir sur mon GitHub, vous tapez étudiant, c'était pour gérer en fait une liste d'étudiants qui étaient sur un serveur et ça fonctionnait très bien aussi. Donc là, on va revenir en fait à notre programme. Donc là, on va dire que le paramétrage est fini et qu'on veut afficher le listing propre à ce qu'on a écrit. Donc on va faire 14. Et là, comme vous le voyez, en fait, il a gardé que les pizzas qu'on avait mis en normal. Et en plus, il récapitule en fait nos préférences de tri. Donc il affirme bien qu'on avait bien mis non en référence de tri et qu'on avait bien mis en filtre ici la taille en normal et qu'on n'avait pas redéfini les autres. Donc c'est normal que tout ce qui était dans les tailles, on va dire les mini pizzas, les grandes pizzas, ne seront pas affichées ici. Et comme vous pouvez le voir tout à l'heure, on triait en fait par référence. Là, c'est plus le cas. Là, on trie par nom. Et on avait demandé de trier par nom, par ordre. Donc là, on le voit en fait, il trie bien par nom ici. Et à chaque fois, en fait, il récapitule combien de pizzas sont concernées par les fils qu'on a mis. Donc là, en l'occurrence, on en a 7. Et tout à l'heure, je sais plus, je crois qu'on en avait 9. Donc ça veut dire qu'il a ignoré quelques pizzas qui ne correspondaient pas à nos critères. Donc là, si vous voulez, je vais faire un critère de trait encore plus drastique. Vous allez voir à quel point le nombre va se réduire. Donc on fait entrer pour quitter le listing. Je vais refaire 1 ici. Donc là, je vais vraiment faire en sorte qu'il affiche qu'une seule pizza. Ou 2. Je vais mettre par exemple 2 dans le nom. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des wildcards. Donc les wildcards ici, c'est la possibilité d'utiliser étoile pour une chaîne de caractères et point d'interrogation pour un seul caractère. Par exemple, si vous voulez afficher dans le nom la Regina, mais vous ne vous souvenez plus en fait si vous avez marqué Regina ou la Regina avec un espace, sans espace. Par contre, pour la casse, que vous mettiez minuscule ou majuscule avec des accents, lui, le programme s'en fiche. Parce qu'en fait, j'ai fait en sorte de tout mettre en majuscule et de toujours ignorer les accents. Comme ça m'enlève. Ça permet en fait de simplifier la recherche. Donc là, par exemple, si je recherche la Regina, je sais qu'en fait, il y a Regina dans le mot, mais je me rappelle plus ce que j'ai mis avant ni après. Je fais étoile. Je vais taper Régie, par exemple, et étoile. Donc, il va m'afficher tous les pizzas qui a Régie dans la chaîne. On sait pas, en gros, ça veut dire on sait pas ce qu'il y a avant, ça peut être une chaîne. On sait pas ce qu'il y a après, ça peut être une chaîne. Mais on sait qu'au milieu, il y a Régie. On tape ça. Donc, pour critère de tri, on va laisser par référence. Et je vais lancer le paramétrage. Normalement, on devrait avoir qu'une seule pizza, à moins qu'il y aurait, par exemple, il est possible, par exemple, si j'aurais appelé une pizza la Regina et j'aurais appelé une autre pizza la Regina Royale, par exemple, il m'aurait affiché ces deux pizzas.
Mais là, de mémoire, je crois qu'il n'y en a qu'une qui correspond à ces critères. Donc, on va tester. Donc là, comme vous pouvez le voir, liste de une pizza correspondant aux critères. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a qu'une pizza qui répond au fait dans les références, dans le nom, ouais, dans les préférences de filtre. Il n'y a que cette pizza qui correspond à ça, à étoile, régie, étoile. Donc imaginez par exemple, vous auriez des centaines de milliers de pièces pour un avion ou je ne sais pas. Après, il faut l'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir cibler en fait avec ce programme-là l'élément que vous souhaitez. C'est vraiment le principe d'une base de données. Mais en plus simple, parce que le SQL, les bases SQL, c'est assez complexe, il faut des droits d'entrée, sortie. Alors qu'avec avec cela, par exemple, pour une petite société, eh bien, vous pouvez créer en fait une base de données très complexe sans trop en vous simplifiant la vie, vous voyez. Ça, c'est juste un fichier d'un bloc-notes, ça coûte rien du tout, et vous pouvez créer une base très performante rien qu'avec ça. Donc là, maintenant, on va passer à la suite. On va essayer de modifier une ou plusieurs pizzas existantes en les ciblant. Donc là, ça a l'air compliqué à comprendre comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc en gros, on va cibler une pizza, les pizzas qu'on veut modifier. Donc on peut modifier une liste de pizzas ou une pizza précise. Donc imaginons par exemple qu'on sait que les pizzas qu'on veut modifier ici, c'est les pizzas, on va dire, dont le prix serait inférieur par exemple à 11 euros. Donc on va dire le prix, donc c'est 5, tape 5. Donc là, comme je précise ici, je donne toujours des exemples, inférieur ou égal, on peut mettre en fait des symboles ici. Par contre, le virgule dans mon programme, c'est pas un point, c'est une virgule. Sinon, il va vous rejeter. Regardez, par exemple, si je mets F, c'est pas un chiffre, il va pas comprendre en fait. Il va dire, normalement, il devrait me rejeter ici. Donc par exemple, si je fais le prix est inférieur ou égal, on avait dit à 11, je crois. Là, il va le prendre en considération. Après, par exemple, là, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis F et il a quand même pris en considération. Et ça, en fait, ce qu'il faut faire ici, il suffit juste pour améliorer le code, en fait, c'est à cet endroit où on demande d'inscrire le prix, vous faites en fait un try et un catch. C'est-à-dire, vous lui dites, par exemple, admettons que vous savez que le prix est entre 1 et 100, vous précisez en fait qu'on s'attend à avoir un prix et que tant qu'on n'aura pas un prix qui soit... Vous pouvez même les convertir, par exemple. Si c'est une chaîne de caractères, le prix, vous pouvez le convertir en entier et dire que le résultat qui a été indiqué ici, c'est un résultat qui doit être compris entre 1 et 100, par exemple. Si vous savez que les prix, ils sont encadrés. Et si la personne rentre un chiffre qui n'est pas compris entre ça et ça, et ben, ça va tomber dans le catch. Vous pouvez arriver en fait en sorte d'imposer vos propres conditions et d'attraper le catch. Donc par exemple, un catch, c'est par exemple si votre programme s'attend à un chiffre et que vous mettez une lettre, ça va tomber dans le catch. Par contre, si c'est une chaîne de caractères et que vous mettez un chiffre, pour lui, le chiffre, ça peut être une chaîne de caractères. Pourquoi là, je suis passé en fait avec une chaîne de caractères? C'est parce que j'autorise les symboles inférieur, supérieur. Et si je fais pas ça, en fait, un chiffre n'est pas inférieur ou égal. Vous voyez, le symbole là, en fait, c'est pas compris dans les chiffres. C'est pour ça que j'ai mis que c'était une chaîne de caractères, le prix, et pas un chiffre. Mais par contre, ne tient qu'à vous, en fait, de tester pour que la valeur indiquée soit égale. Et vous pouvez, par exemple, rejeter tout ce qui est alphabet ou rejeter, par exemple, tout ce qui ne serait pas compris entre tel ou tel chiffre. Donc ça, après, c'est vraiment des conditions à tester ici. Donc là, on avait dit que le prix est inférieur ou égal à 11. Donc on va juste garder ça. On va lancer le choix 14. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il a ignoré toutes les pizzas qui seraient supérieures à 11. Supérieur... Non, oui, c'est ça. Il a rejeté en fait tous les pizzas qui seraient supérieures à 11. Comme là, on a marqué qu'on voulait afficher les pizzas qui sont inférieures ou égales à 11. Donc imaginons que la pizza qu'on veuille modifier, ça serait par exemple la pizza numéro 2, donc la margarita. Donc là, vous voyez, il dit entrez l'index de la pizza que vous souhaitez modifier. 0 pour quitter. Donc imaginons qu'on s'est trompé, que
la pizza qu'on voulait modifier, elle se trouve pas dans le listing, on met 0 et il va revenir au programme principal. Donc là, en l'occurrence, imaginons qu'on voulait modifier, on avait dit la margarita, ça correspond au listing 2 ici. Donc on va taper 2. Donc là, vous voyez, il dit bien qu'en fait, que la pizza qu'on voulait modifier, c'est bien la margarita. Et entre parenthèses, il récapitule les anciennes valeurs. Et après, ne tient qu'à nous de les changer. Donc par exemple, nous allons modifier son prix. On s'est trompé, admettons. On se rend compte que finalement, par rapport au coût pour concevoir la pizza, au coût de fabrication, 9,99 €, c'est pas assez. Donc on va dire, je veux changer le prix, donc modifier 5. Ici. Vous voyez. Hop. Entrée. Donc là, il s'attend à ce qu'on lui marque un nouveau prix. Si on veut conserver, donc on laisse l'ancien, on laisse vide. Donc nous, on a dit c'était pas assez par rapport au coût de fabrication. Admettons qu'on veuille une pizza normale, qu'on mettrait le prix de 12,99 €. Donc là, il a bien modifié le prix dans le programme, mais pas dans le JSON. Pour arriver à enregistrer, en fait, il s'attend à ce qu'on fasse une petite modification. Et une fois qu'on a tout fini, qu'on enregistre les changements. Donc là, pour voir, on va modifier quelque chose dans les ingrédients. Donc on va faire 6. Donc là, il met les ingrédients. Donc les ingrédients, en fait, ils fonctionnent par ingrédient 1, 2, 3, autant qu'on en avait mis. Donc si on fait entrer, il va garder l'ingrédient qu'on avait mis au préalable. Donc par exemple, imaginons que je veuille en fait modifier l'ingrédient 1. À la page, je sais pas, cornichon par exemple. Voilà. Donc l'ingrédient 1, maintenant, ça sera plus ce qu'il y avait avant, ça sera cornichon. Et après, pour le reste, si on ne veut pas changer, on fait entrer. Et là, il a bien modifié les ingrédients. Donc actuellement, en fait, il a tout supprimé, tout ce qu'on avait mis, pour laisser cornichon. Si on voudrait, par exemple, remettre d'autres ingrédients, il suffit de mettre des virgules ici. Donc par exemple, en ingrédient ici, je vais faire 6. Admettons, je vais mettre cornichon. Mozzarella. Tomate. Concombre. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, il a changé votre pizza contient cornichon, mozzarella, tomate, concombre. Et après, hop. D'accord. Ok. Donc là, en fait, le programme que je vérifie le JSON, parce que je crois que j'ai fait une erreur ici. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour lui, ça c'est ingrédient 0, ingrédient 1, ingrédient 2, ingrédient 3, ingrédient 4, ingrédient 5. Donc là, si je fais comme ça, en fait, il va croire que l'ingrédient 1, c'est cornichon, mozzarella, tomate, concombre. Donc là, ça va pas. Donc on va le remodifier. Donc en fait, il va virer tous les ingrédients qu'il y avait ici. Et il va falloir les remettre un à un. Donc par exemple, si je mets cornichon, là, il a bien compris que les cornichons, c'était l'ingrédient 1. Ingrédient 2, par exemple, il faut mettre, je sais pas, concombre. Voilà. Et tant qu'on ne rentre pas en fait une valeur vide, il va passer à l'ingrédient suivant. Donc là, on va rajouter encore 2 autres ingrédients. Mettons, on va mettre, je sais pas, oignon rouge. Là, je marque n'importe quoi. Hein, ça n'a rien à voir avec une margarita. C'est juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Après, je vais mettre tomate, par exemple. Voilà. Et mettons, là, ma liste, je sous-entends qu'elle est finie. Comme vous pouvez le voir, les virgules, il les rajoute automatiquement. Il ne faut pas les mettre. Parce que pour lui, virgule égale l'ingrédient suivant. Et ça fait l'objet en fait d'une fonction que j'avais faite qui permet de lister en fait de rajouter des ingrédients. Donc c'est une fonction interne à la classe. Donc là, une fois que j'ai fini, je rentre rien du tout. Et là, il va comprendre que j'ai fini d'indiquer ma liste d'ingrédients. Voilà, c'est ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'ingrédient, ça a bien été changé actuel. Cornichon, concombre, oignon rouge, tomate. Donc il ne faut surtout pas faire l'erreur que j'ai faite tout à l'heure de mettre en ingrédient 1 cornichon, concombre. Il faut bien marquer juste
par ingrédient un seul élément pour que ça fonctionne. Parce que ça, c'est très important après quand vous allez faire des filtrages. Lui, il s'attend en fait dans les filtres à ce que vous indiquiez euh, que vous mettiez en fait une chaîne de caractères par ingrédient. Donc il veut pas de virgule, c'est fait automatiquement en fait dessus. Donc imaginons qu'on veuille encore changer quelque chose, que la taille finalement c'est pas normal mais grande. On va passer par exemple 4. On va mettre 3 pour grande. Vous voyez, donc là il a bien changé, modifié la taille actuelle et elle est passée à grande. Donc là on a fait pas mal de modifications. Donc là ce qu'on va faire, on va enregistrer et on va bien se rappeler que la pizza qu'on a modifiée c'était bien la margarita. Donc si je fais 7, que j'enregistre mon fichier JSON, vous voyez, là par contre, il a bien écrasé ce qu'on avait mis. Et il y a un garde-fou en fait, quand vous faites des modifications ou vous sauvegardez, c'est que pour nous, notre clé primaire, c'est la référence ici. Et la référence, comme c'est notre clé primaire, elle doit être unique. Donc si par exemple j'avais rentré une référence qui était déjà allouée, là on ne l'a pas modifiée, donc c'est passé nickel. Mais si j'aurais mis une référence qui appartiendrait déjà à une autre pizza, autre que celle qu'on est en train de modifier, bien sûr, il nous aurait dit un message d'erreur comme quoi la référence existe déjà, veuillez en choisir une autre. Vous voyez? Donc il faut toujours penser à tous les cas possibles et tout ce que pourrait faire en fait l'utilisateur. Donc là maintenant on va vérifier ce que la margarita qu'on a modifiée a bien été changée. Donc pour ce faire ici, on va fermer le fichier ici et on va le rouvrir. Et normalement, si le programme fonctionne bien, on devrait avoir tout ce qu'on a marqué dans le programme. Donc là, le fichier JSON, par exemple, si vous faites des modifications directement dessus, ça va fonctionner. Par contre, il faut impérativement comprendre en fait que toutes les données doivent être entrecrochées, que chaque occurrence de la classe doit être entre guillemets, que à chaque fois que vous avez un élément suivant, il faut une virgule à la fin de l'accolade ici. Et quand vous avez une liste comme ici, on a une liste d'ingrédients, il faut toujours faire virgule, 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 sauf à la dernière où il n'y a pas de virgule. Vous voyez? Et c'est pareil en fait à la fin. On met des virgules à chaque fois là où il y a l'accolade, mais quand on arrive au dernier, il ne faut pas mettre de virgule. Donc c'est toujours un petit peu risqué, sauf quand vous avez l'habitude, de rajouter en fait des ingrédients, des nouvelles pizzas directement dans le fichier. Parce que vous pouvez casser en fait votre fichier. C'est pour ça que dans le cas où vous faites ça, moi ce que je conseille, c'est de copier en fait mes pizzas et vous mettez par exemple, vous faites copier, coller. Vous voyez, comme ça vous gardez toujours une copie. Si jamais vous faites vous vous rendez compte que vous avez complètement cassé votre fichier, et ben il suffit de supprimer celui-ci, d'enlever copier à celui-ci avec le petit tiret là, et le programme va remarcher à nouveau en fait. Donc là on devait voir Margarita, ce que ça avait changé. Donc là ce qu'on voit, c'est que notre Margarita, on avait changé le prix, donc il a bien pris 12,99 €. On avait changé la taille, il a bien pris comme quoi elle était grande. Et toute la liste a bien fonctionné, vous voyez. Cornichons, concombre, oignons rouges, tomates. Donc ça fonctionne nickel chrome. Donc là je vais vous faire voir comment faire pour rajouter directement dans le fichier des nouvelles valeurs. Donc moi ce que je vous conseille, si vous voulez faire ça, c'est d'abord de rajouter une virgule ici, comme on va rajouter un nouvel élément. Si vous voulez le faire directement depuis le fichier, vous faites CTRL-C, vous faites Entrée, vous allez à la fin, vous faites CTRL-V. Voyez, et c'est important en fait que ça soit bien aligné pour que ça soit plus propre. Et par contre, il ne faut pas oublier à la fin, si vous rajoutez plus d'autre chose, d'enlever la virgule. Et là, ne tient qu'à vous de rajouter ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais inventer une pizza qui n'existe pas, on s'en fiche, c'est juste pour que vous voyez. Donc moi, je fais toujours ça en fait. Je mets les 3 premières lettres du nom. Admettons qu'on va prendre une pizza qui s'appellerait, je sais pas, la gourmande des mers. Donc je marquerai LAG, donc pour la gourmande. Admettons que la pizza, ça serait une pizza grande, donc je vais laisser gras pour grande. Et après, je rajoute toujours un chiffre et une lettre. Donc par exemple 3, 3, 5, W. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Et généralement, pour les références, j'aime bien les laisser toujours en majuscule. Donc là, on va changer le nom, on va marquer, je ne sais plus ce que j'avais dit.
La gourmande des mères. Vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est juste pour... Donc on va dire que c'est une pizza végétarienne. Donc elle, a pas de, elle peut avoir du poisson mais pas de viande. On va dire qu'elle est grande comme on avait mis gras. Le prix, admettons que c'est une pizza qui est assez chère parce qu'elle est copieuse. Je vais mettre... par contre là le prix dans le fichier JSON, vous voyez, il faut bien mettre un point et pas une virgule. Donc on va mettre 14,99. Et dans les ingrédients, on va rajouter, on va tout changer pour vous voyez en fait que quand on va rafficher le listing, il va reprendre la gourmande des mers, il va la rajouter en fait. Donc on va mettre, je sais pas, mettons que c'est une pizza des mers, donc on va mettre gruyère. Et mentale. Donc là elle est factice, hein, la pizza, c'est juste pour vous, c'est un exemple. Et mentale, oignon rouge on va laisser, tomate on va laisser, on va rajouter d'autres ingrédients. Donc on va marquer moule. Voilà. Gambas d'Espagne par exemple. Voilà. Donc là, il faut faire marcher un peu son imagination en fait dessus. Calamar. Donc les Espagnols disent calmar, mais je crois que nous c'est calamar. Calamar. Voilà. Virgule. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter dedans? Olive. Olive rouge par exemple. Virgule. Et on va rajouter anchois par exemple. Anchois. Et comme c'est une pizza qui coûte cher, on rajoute étoile de mer. Voilà. Et par contre là, comme c'est notre dernier ingrédient, on ne rajoute pas la virgule. Voilà. Et si on voulait rajouter encore une autre pizza, il faudrait ici mettre une virgule. Mais là, comme c'est un exemple, on va juste s'arrêter là. Donc par contre, il faut bien enregistrer, sinon ça ne va pas prendre. Donc là, par exemple, si je ferais n'importe quoi au niveau de mon JSON, par exemple que je dupliquerai ingrédient, lui s'attend à ce qu'il y ait autre chose derrière. Et si ça ne matche pas avec la classe, il ne pourra pas désérialiser ce que vous mettez en fait dans votre JSON. Il faut vraiment que le JSON correspond à la classe de la pizza. Enregistré. Et que le typage aussi corresponde. Par exemple là vous voyez, référence, on avait dit que c'était une chaîne de caractères. Si par exemple référence ici j'enlève les guillemets et que je mets un 2, 3, 4, lui il va comprendre que c'est un chiffre. Comme dans ma classe pizza, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez, je vais revenir dessus pour que vous compreniez. Ici, vous voyez, c'est un string. String, c'est une chaîne de caractères. Donc, get, c'est pour la lecture. Set, c'est pour l'écriture. Donc, en gros, ça veut dire que j'autorise à la fois la lecture et l'écriture sur cette variable ici. Et en plus, elle est publique. Ça veut dire que j'autorise la lecture, l'écriture en dehors de la dite classe. C'est le principe de la programmation, en fait, orientée objet. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est très très simple. C'est comme si en fait une classe était une entité et qu'on crée à chaque fois des... En gros, ça c'est notre moule, notre patron. Quand on crée en fait une occurrence de la classe ici, on va avec le constructeur rentrer des nouvelles données ici. Donc soit on peut le faire comme j'ai fait là à l'arrache ici, directement depuis le JSON, ou soit en passant par le programme. Donc bien sûr avec un programme ça passe par un contrôle à la fois de ce que rentre l'utilisateur et il faut que le typage s'y corresponde. Donc là par exemple ici si j'aurais mis int et que int pour integer donc un entier et qu'ici j'aurais mis une chaîne de caractères, ça ne matcherait pas. Il faut vraiment que ça matche en fait, parce que lui l'ordinateur ce qu'il va faire quand il va lire le constructeur, il va comparer le JSON à notre classe et il va faire en sorte qu'elle matche. Si elle ne matche pas, il va nous refouler en fait. Donc on le voit ici par exemple quand on crée à chaque fois, c'est bien une liste qui est de type pizza. Vous voyez, donc ça c'est son nom pizza au pluriel, elle est de type pizza et c'est une liste. Et après la liste de type pizza, on va soit la lire ou soit écraser le fichier JSON et ça doit matcher en fait. Si ça ne matche pas, ça va faire des bugs. Le programme va cracher en fait directement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais quitter le programme. Je vais le relancer et normalement,
Normalement, vous n'êtes même pas obligé en fait de quitter le programme. Je l'ai fait comme ça par réflexe, mais il va forcément, à chaque fois que vous allez dans le menu principal, j'ai fait en sorte qu'il relise à chaque fois le fichier JSON pour qu'il actualise les données au cas où on modifierait en fait à l'arraché ici le fichier. Mais par contre, il faut rafraîchir le menu principal pour qu'il puisse lire. Par exemple, si je serais dans le menu principal et que je le fais, lui, il va pas forcément prendre les derniers fichiers. Il faudra retourner dans le menu principal pour qu'il actualise les données. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Donc là, je vais relancer. Donc si j'affiche maintenant toutes les pizzas, on devrait avoir la pizza, je sais plus comment on l'avait appelée, la gourmande des mers. Vous allez voir. Paf. Sauf si j'ai... Après, il est possible que j'ai fait une erreur dans le JSON, mais je crois pas. Donc là, on met pas de filtre. Donc là, on voit que ça s'est bien passé. Si ça ne serait pas bien passé, on aura un message d'erreur. Donc il suffit de la chercher. Donc là, il a classé tout par référence dans l'ordre croissant. Donc il faut chercher la pizza, je sais plus où elle est. Vous voyez, elle est ici, en numéro 4. Donc on a bien la bonne référence qu'on avait stipulée, la gourmande des mers. Elle est végétarienne, c'est une pizza grande, 14,99 €. Donc on voit que ça match parfaitement. Donc là, vous n'allez pas voir forcément, si je ne zoome pas, ça ne va pas le faire. Elle était... Merde, faut que je la retrouve. Ici, vous voyez, donc on voit que ça fonctionne, ça marche. Donc bien sûr, avant que le programme fonctionne, j'ai fait énormément de tests. Quand vous programmez, en fait, ça marche jamais du premier coup. Il faut toujours persévérer et regarder pourquoi ça marche pas, en fait. Pourquoi vous n'avez pas le résultat escompté. Et il ne faut pas hésiter à aller rechercher sur Internet des informations, des cours. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, donc on avait vu les deux premiers cas de figure. Là, maintenant, on va aller sur le 3, c'est-à-dire effacer une pizza existante en la ciblant. Donc pourquoi en les ciblant? Parce qu'en fait, dans le ciblage, il est possible qu'en fonction des critères de tri que vous mettiez, que vous tombez en fait sur plusieurs pizzas. Et vous pourrez, une fois que vous aurez votre listing de pizzas potentiellement supprimables, que vous pouvez choisir soit de tout supprimer dans le listing, ou soit de sélectionner une pizza dans la liste. Par exemple, si dans votre ciblage, il n'y en a qu'une seule, donc là, ça sera facile que vous fassiez tout supprimer ou supprimer celle-ci, c'est la même chose. Donc, je vais faire un test pour que vous compreniez, ça sera plus simple. Donc, 3. Donc là, imaginons en fait qu'on voudrait supprimer une pizza dont le nom commencerait, par exemple, par la lettre... non, j'ai mis quoi? Ouais, le nom, c'est ça. Commencerait par la lettre L. Et comme on l'a vu en fait dans notre listing ici, il y a énormément de pizzas. Regardez, là, il y a la gourmande de mer, la margarita, la diavola, la pepperoni, vous voyez. Donc, si par exemple je mets L, il devrait sortir énormément de pizzas, puisqu'il y a beaucoup de pizzas qui commencent par L dans ce que j'ai mis. Donc, je vais mettre L. Donc là, si je mets L sans rien, ça ne marchera pas. Parce qu'il s'attend que la pizza s'appelle L et c'est tout. Donc par contre là je lui dis, je sais qu'il y a L, ça commence par L, et à la fin il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est, vous voyez. Si vous ne mettez pas ça, pour lui en fait il va croire qu'on recherche la pizza L, et pas une pizza qui commence par la lettre L. C'est ça en fait le principe des wildcards. Donc là maintenant qu'on a fini, on va taper 14. Donc il a mis tous les pizzas qui commencent par la lettre L. Vous voyez, donc si par exemple il y aurait une pizza qui se serait appelée Royal, tout court, il ne l'aurait pas mis parce qu'elle ne commence pas par la lettre L. Donc imaginons qu'on veuille supprimer la pizza qu'on a créée tout à l'heure, qui est bidon en fait. On s'aperçoit en fait que la pizza qu'on a mis là, elle n'existe pas, la gourmande des mers n'existe pas. Après on pourrait l'inventer, mais bon, imaginons qu'on veut l'effacer. Donc on va taper numéro 3. Donc quand on regarde en fait dans le menu, il dit veuillez entrer l'index de la pizza que vous souhaitez supprimer. Donc nous en l'occurrence c'est 3. Si par exemple il s'avère que dans la liste on voudrait rien supprimer, il suffit de mettre 0. C'est pour ça en fait quand vous faites des programmes, il faut toujours veiller à ce que l'intitulé soit le plus explicite possible. Parce que là par exemple si j'aurais pas marqué indiquer 0 pour quitter, l'utilisateur il n'est pas censé savoir qu'il faut faire 0 pour quitter, vous voyez.
Donc dans les consoles, quand vous faites des consoles white line, vous voyez ici, white line ici, il faut toujours faire en sorte que ça soit le plus explicite possible. Comme ça, votre programme il sera tellement intuitif que l'utilisateur le comprendra dès le premier coup. Il n'y aura pas besoin à surcharger son cerveau pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on a dit qu'on voulait détruire la gourmande des mers. Donc la 3. Donc je vais taper 3. Donc là, il va faire un récapitulatif pour être sûr qu'on ne se trompe pas de chiffre. Parce qu'on aurait très bien pu faire une mauvaise manip et rentrer un mauvais chiffre. Donc il met bien. Très bien, nous allons donc supprimer la pizza 3, ayant pour nom la gourmande des mers. Vous êtes sur le point de supprimer la pizza suivante. Référence, vous voyez, donc là, c'est bien ce qu'on avait rentré. Donc si on met non, il ne la supprimera pas de JSON. Par contre, s'il s'avère que c'est bien celle-ci qu'on voulait dégager, on tape O. Donc qu'on fasse O ou O, c'est la même chose pour lui. Parce que j'ai tout converti en fait en... Après, vous avez la possibilité soit de tout convertir en minuscule ou tout convertir en majuscule. C'est la même chose. Comme ça évite que, par exemple, d'avoir des valeurs erronées. Donc je vais marquer oui. Donc la pizza, la gourmande des mers ayant pour référence a bien été supprimée. Donc là, il l'a bien enlevé. Donc je fais quitter. Donc si je retourne dans mon JSON, là on va regarder, on sait que la gourmande des mers elle sera là parce que c'est l'ancien fichier. Je l'ai pas quitté, vous voyez. Donc là elle est ici, c'était la dernière. Donc si normalement je ferme le programme et que je le rouvre à nouveau, elle devrait plus y figurer en fait. Donc là je vais supprimer la copie, j'en ai plus besoin. Et je vais ouvrir celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, la gourmande des mers a bien disparu et il a bien restructuré notre fichier pour pas laisser un blanc. Vous voyez, là en l'occurrence c'était la dernière. Par exemple, si j'aurais supprimé la pepperoni, par exemple nous si on le ferait à la main, ça ferait ça, vous voyez. Là ça, tandis qu'il y aura un blanc en fait. On pourrait très bien avoir quelque chose comme ça et que ça serait pas chouette. Tandis que le programme, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte d'enlever tous les espaces. Et par exemple, la pizza qui était numéro 3, si on supprime la pizza 2, la pizza 3 devient la pizza 2, vous voyez. Donc là, je vais fermer, ne pas enregistrer. Donc on voit que le programme, pour l'instant, fonctionne parfaitement. Donc maintenant, ce qu'il ne nous reste plus à faire, on a vu toutes les 3 premières fonctions. Donc il permet d'afficher en ciblant, de modifier en ciblant, de supprimer en ciblant. Et là maintenant on va voir ajouter une nouvelle pizza. Donc là bien sûr comme c'est un ajout, on ne met pas de cible. Donc 4. Donc voulez-vous vraiment créer une nouvelle pizza? Donc on va dire oui. Entrez la référence. Donc là on va remettre une nouvelle pizza qu'on va inventer. Par exemple, je sais pas, la californienne par exemple. La californienne, on va dire que c'est une pizza mini. Donc 1000. Et après on rajoute un chiffre comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, et tout le temps en majuscule. La référence de la pizza a été validée. Donc entrez le nom de la pizza. Donc on avait dit qu'on l'appelait la californienne. Hop. Est-ce une pizza végétarienne? Donc on va dire oui, en l'occurrence c'est une pizza végétarienne. On avait dit que c'était une mini. Entrez le prix. Donc là, comme c'est une mini, on va mettre 6,50 €. Donc là, c'est bien. Attendez, peut-être. Ouais, c'est là. C'est bien une virgule qu'il faut mettre. Donc là, maintenant, on passe à la liste des ingrédients. Donc on va dire que dans notre pizza californienne, après, je sais même pas si elle existe. Hein, cette pizza, c'est juste pour un test. Donc on va mettre des tomates. Qu'est-ce qu'on va rajouter encore? Tomates, ananas. Donc oui, on va dire que c'est une pizza qui est proche de la hawaïenne. On va mettre du gruyère, mozzarella. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter dessus? Piment. Ouais, piment. On va rajouter poivron rouge et du curcuma, par exemple. Voilà.
voilà. Donc pour une pizza mini, c'est déjà beaucoup. Donc là, c'est bon, on arrête. On fait entrer. Donc il récapitule. Vous voyez, donc le programme il est vraiment bien fait. Ça a beau être un programme de type console. C'est vrai que la présentation, il n'y a pas de graphisme, de tout ça. Mais comme je vous dis, en fait, si ça marche sur une console, ça pourra fonctionner sur du HTML avec du CSS. Et après, vous pouvez vraiment faire des belles présentations. Donc il suffira en fait avec le HTML d'arriver en fait à inclure du C# à l'intérieur. Donc là on lit, donc la californienne, donc là on voit que c'est bon, on n'a pas fait d'erreur. Voulez-vous valider ces informations? Donc là je vais dire oui. Bien compris, nous allons vérifier les informations avant de procéder à l'enregistrement. Alors là qu'est-ce qui se passe en fait? Il va regarder la référence. Si la référence elle existe, il va nous dire attention, il y a déjà une pizza qui contient cette référence. La référence doit être unique, tu dois choisir une nouvelle référence. On ne peut pas l'enregistrer tant que tu n'as pas mis une référence qui soit unique. Donc là, en l'occurrence, c'est que la référence est bien unique. C'est pour ça qu'il marque super, cette référence est bien unique, nous allons enregistrer votre nouvelle pizza. Votre nouvelle pizza est enregistrée avec succès. Pour quitter la fonction, appuyez sur la touche entrée. Vous voyez, donc le programme il est très explicite. Donc là, on dit que les pizzas, c'est bon, on a fini notre création, donc on met non. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va retourner au programme principal quand on aura fini, qu'on aura tapé sur la lettre entrée. Donc ça, c'est bien en fait, parce que ce qui se passe, c'est que je fais un clear, je nettoie l'écran à chaque fois. Mais si je nettoie l'écran avant que l'utilisateur puisse lire, il va rien comprendre en fait. Ça va tellement aller vite, il ne pourra pas lire. La machine saura, mais l'utilisateur ne pourra pas le savoir. Vous voyez, je vais essayer de vous faire voir ici. Par exemple, si je fais CTRL F ici pour rechercher et que je fais clear, CLEA, R. Parce que je sais que j'en ai utilisé. Normalement, c'est ça, c'est screen. Il me semble que c'est. Après, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était string.clear, quelque chose comme ça. Je vais essayer de trouver un exemple. Pizza. Bienvenue dans le programme. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi tout à l'heure elle l'a pas trouvé. Donc c'est pas screen, c'est console.clear. Vous voyez ici. Ça permet en fait de vider l'affichage. Donc moi quand je vide l'affichage, si je le vide, l'ordinateur lui il saura en fait la machine ce qui s'est passé avant. Mais l'utilisateur il pourra pas lire. Donc ce que je fais c'est que je demande toujours avant de faire le clear, il faut que l'utilisateur en fait il tape une touche. Tant qu'il n'a pas tapé entrée, je fais pas clear. Comme ça, elle attend de lire, puis une fois qu'il a lu, je fais un clear et je vais rappeler la fonction qui gère le menu principal. Et là, on retourne au menu principal, vous voyez. Donc là, maintenant, on a vu tout l'ensemble, donc je vais quitter le programme. À bientôt, au revoir, hop, entrée. On va retourner dans notre fichier pour voir si la fameuse pizza californienne, si il l'a créée en fait. Normalement, oui. Donc on va regarder, on la cherche, et vous voyez, il la met à chaque fois à la fin. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc? La californienne de booléen, donc de trou, taille mini, prix 6,50 €, et ça correspond parfaitement à ce qu'on a indiqué. Donc là, on voit que le programme il fonctionne nickel chrome quoi. Donc il n'a pas fonctionné du jour au lendemain. Hein. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de tests avant que ça marche. J'ai rencontré quelques bugs, notamment en fait au niveau de Link. Link, c'est quoi en fait? C'est ce qui permet de faire des requêtes. Donc une requête, c'est par exemple que vous interrogez votre base, puis vous lui dites par exemple affiche-moi tous les pizzas qui correspondent au nom qu'a rentré l'utilisateur dans ses filtres. C'est pour ça qu'en fait quand vous avez une base de données, c'est très important de pouvoir mettre des filtrages multiples, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des wildcards, donc étoiles et points d'interrogation au cas où on ne saurait pas exactement l'information qu'on va rentrer. Et voilà. Donc là, j'essaie de vous faire voir en fait un exemple de requête. Donc je sais que quand je modifie, quand j'affiche en fait les informations des pizzas, il va forcément en fait dans le listing ici, par exemple private voit afficher listing,
il devrait avoir en fait comment dire, la requête. Donc là où c'est... Oui. Donc c'est ici, là on a un bon exemple en fait d'une requête link. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va remplacer, replace, les étoiles par point étoile et on va remplacer les points d'interrogation par le point. Et en fait ça nous permet d'être compatible avec link. En gros, quand il sait que quand c'est un point, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères, et quand c'est un point d'interrogation, il sait que c'est un caractère. Et en fait, le but, ça va être vraiment en fait de pouvoir faire une requête en utilisant des étoiles et des points d'interrogation. Donc là, ça, ce que vous voyez là, c'est une requête link. Donc en gros, on va dire, tu vas me retourner tous les résultats euh, de, de la requête. Donc P, ça représente la requête en fait. Et il faut que ça matche, que le P de la requête matche avec le nom. Là, on repasse tout en lower pour que qu'on mette comment dire, qu'on mette des minuscules ou des majuscules, que ça fonctionne nickel. Donc là, en fait, il va parcourir notre liste. Il va pas s'occuper du JSON parce qu'en fait, le JSON, il est dans notre liste déjà. Vous voyez, c'est pour ça qu'on regarde dans l'affichage du listing, c'est pas JSON qu'on met, c'est bien une liste avec un P majuscule. Et le P majuscule, en fait, ce qui va se passer, c'est que à travers la requête, il va nous afficher tout ce qu'on a indiqué dans la requête. Donc avec des conditions multiples, par exemple le et le ou. Donc là, en fait, il va regarder si tout est valide au niveau de la requête. Et une fois que tout est valide, il va faire en fait une boucle. Donc une boucle, souvent on utilise un each, for each. Donc ça veut dire pour tout ce qui correspond en fait à notre condition, tu vas nous afficher telle pizza. Donc P, point, prix, supérieur à mini. Et après, quand on va afficher, en fait, on va tout stocker en fait dans des variables et on va les afficher ici, par exemple, paramètres de filtrage appliqués, référence, nom. Donc là, on rentre dans le cas comment dire, où en fait la requête elle est amenée à 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien à retourner. Donc dans ce cas-là, il va marquer aucune pizza ne correspond à vos critères. Par contre, si on a une pizza qui correspond aux critères, ce qu'il va faire, c'est ici, il va mettre un nombre qui correspond à la longueur de résultat. Comme ça, il va savoir combien il y a de pizzas qui vont être retournées. Donc il va dire par exemple, il y a nombre de pizzas, vous voyez. Donc si par exemple il y a 15 résultats dans notre link, dans notre requête, il va remplacer nombre par 15. Donc là, liste des, par exemple, 15 pizzas correspondant aux critères. Là, l'index, ça va permettre, en fait, dans notre for each, donc là, on le met à 0, on l'incrémente de 1, donc il va dire la pizza numéro 1 correspond à, il va l'afficher, en fait. Et après, il va passer à pizza 2, pizza 3. C'est pour ça que j'incrémente à chaque fois au début. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, en fait, la variable qui est de type pizza. Donc cette variable-là, c'est quoi, en fait? Cette variable-là, c'est l'élément unique de notre requête. Donc résultat, c'est l'ensemble des comment dire, de tout ce que contient la requête. Et pizza, c'est l'élément en cours. Donc en gros, il va afficher la référence de la pizza en cours. Après, il va passer à pizza 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'il a vidé totalement ce que contient la requête. Donc c'est très compliqué en fait à expliquer comme ça, mais comme je vous dis, en fait, quand je l'ai fait, j'ai fait plusieurs tests. J'ai peut-être fait, je sais pas, 15 tests avant d'arriver à ce que ça fonctionne. Parce qu'au début, le plus compliqué pour moi, ça a été de gérer en fait tout ce qui était wildcard. Ça a été assez complexe en fait à gérer ici. Mais une fois que vous avez compris le principe, c'est pour ça que c'est bien de partir de mon programme parce que ça va déjà vous mettre le pied à l'étrier. Parce que tout le patron est déjà fait et vous n'avez plus qu'à l'adapter à ce que vous voulez faire en fait. Et tout est bien décomposé en fait. Quand on regarde mon Visual Studio ici, vous voyez, tout est dans des fonctions.
Comme ça, normalement, vous devriez le comprendre assez. Ça devrait être assez intuitif. Donc là, on pourrait se demander pourquoi j'ai utilisé un constructeur vide ici, pizza. Parce que parfois, il est possible, depuis l'extérieur, qu'on cherche en fait à accéder à une fonction et pas un attribut ici. Donc moi, je fais ça. Comme ça, quand je vais créer en fait une occurrence à ma classe, une instance, j'ai pas à passer par le constructeur. En gros, parfois, on n'a pas toujours envie de recréer une nouvelle pizza. On veut juste accéder à la classe pizza à une fonction précise. Donc, ça peut être utile de passer par ça, en fait. Donc, l'appel au constructeur, à la classe, c'est toujours comme ça, en fait, ici. Vous mettez var présentation, donc ça, c'est votre variable. New, comme quoi comment dire, vous allez mettre une nouvelle occurrence de la classe, une instanciation, présentation programme, gestion d'une pizza. Donc en gros, on lui dit tu vas me créer une nouvelle instance de la classe, là en l'occurrence présentation pizza. Donc ça marche toujours comme ça. Par contre, l'instanciation, si par exemple la présentation programme, la classe, elle sera en mode privé, par exemple, vous ne pouvez pas accéder en fait à des fonctions privées d'une classe externe. Mais par contre, si vous allez mettez public, ça va matcher. Et si vous mettiez protected, ça va matcher uniquement aux classes qui vont hériter en fait de la classe que vous appelez. Donc après, ça peut paraître assez complexe à expliquer comme ça, mais je vous encourage si vous vraiment vous galérez avec la programmation orientée objet ou avec Link, c'est de chercher en fait des exemples sur Internet. Mais là, avec tout le programme que j'ai mis là, vous avez quasiment tous les cas de figure pour tout ce qui est. Parce que ce qui revient sans cesse en fait au niveau des bases de données, que ça soit JSON ou SQL, c'est toujours comment afficher une table, comment la modifier, comment cibler les éléments, comment pouvoir supprimer une table. Et là, en fait, vous avez quasiment tous les cas de figure. Et en plus, avec les wildcards, normalement, vous pouvez créer n'importe quel programme de gestion de données rien qu'avec ce prototype que j'ai réalisé. Voilà. Donc là, je vais mettre fin à la vidéo parce que ça fait déjà un petit moment. J'espère que ça vous a plu en fait, que vous avez utilisé en fait mon programme et que ça vous a été utile. Et je vous invite, si vous n'avez pas le programme sous les yeux, à aller sur mon GitHub, télécharger en fait ce programme, donc POO Pizza. Je l'ai appelé sur mon GitHub. Et donc sur YouTube, en fait, vous avez tous les liens qui mènent à la fois sur mes sites, qui mènent à la fois sur mon GitHub. Vous avez absolument tout. Et vous pouvez les télécharger, c'est libre. Après, je ne veux pas que vous en fassiez forcément un usage commercial, comme c'est mon travail et tout ça, mais c'est libre de droit dans le sorte que, pour moi, c'est vraiment partager mon programme, mes connaissances. Donc, d'une part, pour promouvoir mon travail, et d'autre part, pour aider un maximum de gens à se lancer, en fait, dans la programmation. Voilà. Donc, merci à vous. Au revoir.